Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série où j'écris mon roman et je documente le tout sur YouTube. Dans cet épisode, je vais vous décrire un moment particulier qui arrive quand on s'est lancé dans l'écriture depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois et quand on est sur un moment où on bloque. On n'arrive plus à avancer. Pourtant, on a des idées plein la tête. Et je vais vous montrer surtout comment se débloquer quand on est dans ce moment-là. J'ai écrit plusieurs pages de mon roman et je suis arrivée au moment où je bloque. Et en fait, je sais ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. C'est quand j'ai plein d'informations qui sont éparpillées, quand j'ai plein d'informations sur mon monde, mes personnages, je vois la fin déjà, j'ai le début, je connais déjà la suite pour le tome 2, et en fait, je n'ai toujours pas terminé la structure du milieu. C'est qu'en fait, toutes ces informations-là, je les ai, mais elles sont dispersées. Et quand je suis dans ce cas, je sais ce qu'il faut faire. Et peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, il y a plusieurs années où quand j'avais des idées de romans, je me lançais dans l'écriture et je finissais par lâcher à cause de ce moment-là. Parce que je pensais que j'avais plus d'idées ou qu'en fait l'idée n'était pas vraiment intéressante, sinon j'aurais pu trouver la suite. Alors qu'en fait c'était pas du tout ça. Et depuis ces années-là, j'ai identifié le blocage et maintenant je sais comment le résoudre. Donc vous allez voir en direct comment je fais pour me sortir moi-même de ce blocage-là à chaque fois que je tombe dedans. Et en fait, on va voir comment sortir de ce tunnel de blocage. C'est une partie qui peut prendre beaucoup de temps, voire des mois, quand on ne sait pas comment s'en sortir. Mais j'espère que, en vous montrant comment j'ai fait, j'espère que ça vous permettra à vous aussi, si vous êtes dans cette situation, de pouvoir vous débloquer. Et je vais vous montrer ce que je fais sur mon écran. Alors du coup, je vais sur le logiciel Miro, c'est un site en ligne en fait. Et là, je vais tracer donc mes arcs, tous mes arcs que j'ai dans ma tête, tout ce qui se passe en fait, toutes les infos. Je vais essayer de les classer visuellement parce que moi, ce qui fonctionne très bien pour moi, c'est de classer les choses visuellement. Donc là, je trace mon premier arc. Chaque rectangle, en fait, c'est une scène ou un événement. Et là, du coup, je les copie-colle pour simplement qu'il y en ait plusieurs. Et en fait, là, je vais les remplir. Et chaque arc, je vais mettre en fait tous les événements du début à la fin. Là, toute la colonne de gauche, ce sera les premiers événements, les premières scènes de chacun des arcs. Et plus on se rapproche de la fin, plus on se rapproche de la résolution de chacun de ces arcs-là et de chacune de ces intrigues. Le premier, donc, c'est l'arc de Sora. Le deuxième, c'est la relation Sora-Mehdi. Et le troisième, c'est le feu. Bon, j'ai noté que c'était le feu à l'école de Sora sur Cerezia, mais en fait c'est l'arc de l'intrigue principale, en fait de l'action qui va se passer, de l'aventure. En fait c'est en rapport avec la secte. C'est vraiment l'intrigue au-delà des personnages. C'est l'intrigue, c'est la raison d'être de l'histoire finalement. Donc au début c'est l'arc de Sora. Donc on va regarder aussi. En fait c'est l'arc dans lequel je vais faire évoluer ce personnage-là. C'est un arc transformationnel. Je sais pas encore si sa situation initiale sera meilleure que sa situation finale, mais dans tous les cas, il y aura une évolution. Donc, en troisième, là, ce que vous voyez, c'est l'arc de la secte. C'est en fait, en réalité, c'est l'intrigue principale, mais c'est là où je vais moi documenter, je vais noter tout ce que la secte fait ou toutes les actions qui viennent en rapport avec la secte. Et c'est là que je vais suivre en fait. Et là, en fait, je vais noter moi ce qui se passe, pas forcément ce que je vais finir par mettre dans mon histoire, ce que le lecteur va lire, mais c'est surtout ce qui se passe en fait et le déroulement logique qui va faire avancer mon intrigue. Et du coup là, c'est par exemple pour Sora, c'est quand elle passe le test, ensuite elle va partir vers la Cité de la Force parce que le résultat du test va lui donner cette cité-là. Elle va s'installer dans son nouvel environnement. Ce sera difficile. Là, on va avoir un personnage secondaire mais qui va être important. C'est sa voisine de chambre. Et en fait, c'est une fille qui a une partie du visage brûlé. Et en fait, ce sera en rapport avec l'intrigue. On comprendra ça beaucoup plus tard. À un moment donné, je sais qu'elle va devoir rencontrer un adulte allié. Je note qu'il est blond parce qu'en fait, c'est très important pour la suite, pour l'intrigue. Avant ça, j'avais noté que elle allait devoir trouver un tableau à un moment quand elle se balade dans cette cité-là, et elle va commencer à comprendre l'histoire de la cité dans laquelle elle est à travers les éléments de la cité qu'elle voit sur place, parce qu'elle sera là-dedans. Ensuite, il y a un système de réception de courrier et elle va commencer en fait à échanger des courriers, donc bien sûr ses parents, mais surtout avec Nathan. Et c'est ça qui va être très important dans le roman, parce qu'en fait les trois amis sont chacun sur une cité différente, et en fait ils vont échanger à travers du courrier, ils vont s'écrire des lettres,
Et voilà. Donc là, ce point rouge là, c'est le premier, c'est ce que j'appelle le premier nœud dramatique qui va arriver à peu près à 25% du roman. C'est une grosse problématique. C'est quelque chose qui va changer. Il y aura un avant-après dans le monde de Sora. Et pareil, le deuxième, ce sera à peu près au milieu du roman, et en fait il va y avoir une autre problématique, je sais pas encore laquelle, voilà. Et donc pour l'évolution de la relation entre elle et Mehdi, au début, donc quand l'histoire commence, ils se parlent plus. En fait, c'est Mehdi qui ne parle plus, et donc là on a surtout le côté de Sora où elle ne comprend pas, et pour garder le suspense pour le lecteur, moi j'ai décidé de mettre le point de vue de Sora tout au début du roman. Donc en fait on partage l'incompréhension de Sora, et c'est seulement après qu'on va commencer à comprendre peut-être ce qui s'est passé avec Mehdi et qu'est-ce qui explique qu'il ne lui répond plus. Mais au bout d'un moment, pour le besoin de mon intrigue et pour faire avancer l'histoire, ils vont devoir se reparler. Et se reparler de quelle manière? Dans ce monde-là, ils s'échangent des lettres. Donc, et Sora, comme elle est dans la cité de la force, je pensais qu'il allait y avoir forcément des moments où elle va s'entraîner physiquement dans cette cité, et il va falloir que je trouve des explications pourquoi est-ce que les gens dans cette cité ont besoin de s'entraîner, et donc je vais devoir mettre des scènes un peu qui vont être sa nouvelle routine sur cette cité-là. Et en fait, c'est dans cette cité qu'elle va commencer à observer des anomalies et des choses différentes. Elle va constater des choses qui sont différentes par rapport à ce qui se passe sur Ceresia, sa cité d'origine. Et c'est en observant ces différences-là, en comparaison, qu'elle va commencer à se poser des questions. Et c'est quand elle commence à se poser des questions qu'elle va finir par faire des découvertes importantes pour l'avancée de l'intrigue. En fait, ce sera une espèce de résolution d'énigmes entre les trois personnages. Les trois vont contribuer à résoudre ça en fonction des informations qu'ils ont chacun d'entre eux sur la cité dans laquelle ils sont. Et voilà, donc en fait les événements vont avancer pour chacun de ces personnages. Sora, donc elle va être je vais lui mettre un arc de l'héroïne un peu, dans lequel tout au début, enfin pas tout au début parce qu'au début c'est sa vie où tout va très bien entre guillemets, hein, toujours tout est relatif, mais dans la deuxième partie, quand elle arrive dans la cité de la force, là ça se passe très mal, elle n'est pas du tout dans un environnement favorable, et en fait ça va la pousser, elle va vivre des choses qui vont la pousser à évoluer, à se transformer, à acquérir soit des compétences, soit à évoluer émotionnellement, grandir sur certains sujets. Et donc il va falloir que je lui mette plein d'événements un peu négatifs, c'est ce qu'on appelle des conflits. Je vais essayer de penser à tout ça. Donc en fait, et au bout d'un moment, elle va commencer à se faire quelques amis, des alliés, des amis sur cette cité, et elle va commencer à se sentir mieux. Mais avant d'arriver à ce moment-là, donc c'est la deuxième moitié du livre, hein, où elle commence à avoir des amis. Au début, c'est très difficile, ça se passe mal. Je sais pas encore à quel degré mal, mais en tout cas, elle se sent pas du tout à sa place, et c'est vraiment un environnement qu'on pourrait appeler d'hostile. Et en fait, à un moment, les échanges qu'elle fait avec Nathan ne sont plus anodins parce qu'ils deviennent très importants pour l'intrigue, parce qu'en fait elle remarque des choses de plus en plus graves sur sa cité. Nathan, lui aussi de son côté, va mettre en corrélation ces informations-là qu'il a et qu'il obtient aussi de son côté avec ce qu'il sait lui. Nathan cache un truc, en fait, là en avançant sur mon intrigue, je me suis dit que Nathan allait cacher quelque chose, et donc quand je réécrirai sur les premières scènes notamment, je ferai soupçonner cette information-là. Ensuite, elle est de moins en moins isolée parce qu'en fait elle a des amis sur place, mais en même temps elle reprend contact avec Nathan. Et à un moment donné, Nathan va lui dire de discuter avec Mehdi, parce qu'en fait, en parallèle, Nathan parle avec Mehdi et constate aussi des choses. Et en fait, c'est Nathan qui va être un peu l'élément pivot entre les informations de Sora et de Mehdi qui se trouve encore sur une autre cité. Et c'est avec ces échanges-là qu'on va résoudre un peu l'énigme, qu'on va découvrir ce qui se passe. Ensuite, sur la relation donc Sora-Mehdi, ça, je vais la faire évoluer en fonction. J'écris pas une romance, donc ça va pas être l'arc le plus important. Ça va juste être suffisant pour faire évoluer mes différents personnages et pour ajouter la partie relationnelle qui plaît beaucoup au lecteur et qui plaît à quasiment tout le monde, hein, finalement. Ensuite, là, je suis sur l'arc du coup de la colocataire. Je pense que dans la Cité de la Force, ils sont 2 par 2 dans la chambre, et du coup, ils sont forcément obligés de
côtoyer la personne qui est dans leur chambre. Et en fait, cette personne-là, c'est ce que j'appelle sa colocataire, et c'est elle qui va être à l'opposé de Sora en début de roman, et c'est elle qui va la challenger. Je sais pas encore de quelle manière, mais en tout cas, elle va la challenger sur certaines croyances que Sora a et que cette jeune fille n'a pas. Ensuite, Mehdi, qui est aussi un personnage principal, je vais devoir lui faire un arc de transformation. Lui, je sais pas encore s'il sera neutre, son arc de transformation, ou s'il sera positif. En tout cas, pas négatif, je pense pas, parce que il y a peut-être de grandes chances que celui de Sora le soit, donc je vais pas faire deux personnages principaux avec des transformations négatives. Voilà. Donc, en fait, lui, au début, comme on a le point de vue de Sora et qu'on a besoin de créer un mystère sur Mehdi, on va pas trop avoir d'informations tout au début. C'est pour ça que, par exemple, là, mon premier rectangle est vide, parce qu'en fait, au début, c'est plutôt le point de vue de Sora qu'on a. En fait, Mehdi, on va le connaître à travers sa relation avec Sora au début, et à un moment donné, je le fais évoluer et arriver dans l'histoire avec une scène importante, un moment important qui va faire transparaître sa personnalité et son attitude et un peu qui il est, parce qu'il a une place primordiale dans ce récit, et donc son arrivée dans le roman, elle doit être importante. Bon, pour l'instant, je sais absolument pas comment faire, mais voilà, je sais déjà quels éléments vont faire en sorte de faire avancer mon intrigue. Donc c'est ce que j'ai placé là, c'est que en fait lui, il a déjà passé, il a 16 ans maintenant, il a déjà passé une année dans la Cité du Savoir. Il était censé retourner à Cérésia, mais là, il s'est passé quelque chose qu'on verra dans la suite grâce aux autres arcs. Il s'est passé quelque chose qui va faire en sorte que, au lieu de rentrer à Cérésia, lui, il sera sur la cité volante du partage, celle où il y a le test. Et en fait, lui, il est pas du tout d'accord, parce que lui, en fait, il avait un plan, c'était d'essayer d'avoir une sorte de dérogation et de passer une année supplémentaire sur l'île du Savoir. Et en fait, là, son projet tombe à l'eau parce que quelqu'un a décidé pour lui qu'il allait plutôt aller dans la cité du partage. Voilà. Donc, au début du roman, son objectif, il est très centré sur lui-même. Hein, c'est faire son maximum pour retourner dans la cité du Savoir, celle dans laquelle il s'est fait des amis, celle dans laquelle il a adoré passer du temps. Et en fait, il reste visiblement, son plan échoue parce qu'il reste dans la cité du partage et il va devoir s'installer dans ses nouveaux quartiers pour l'année. Et en fait, il va se voir confier des missions très importantes. Et en fait, ces missions très importantes vont nous permettre, pour l'intrigue, d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Alors, soit volontairement, parce que peut-être qu'il a un poste ou un stage ou un truc dans lequel il apprend des informations, ou soit involontairement, parce que justement, il va aller creuser, il est d'une nature curieuse et il va aller un peu enquêter sur cette cité et avoir accès à des informations, peut-être dans une bibliothèque interdite ou des choses comme ça. Bon, je verrai sur le moment. Mais voilà un peu l'idée que j'ai avec lui dans ce début de roman. Ensuite, je sais que lui, il va devoir évoluer sur la notion de l'accumulation de savoir, parce que s'il a été dans la cité du savoir, c'est parce qu'il était très curieux. Donc ça, je commence à avoir déjà des caractéristiques de ce personnage-là. Il est très curieux, il aime la recherche. Et en fait, ce qu'il va apprendre lui toute cette année, donc entre le début et la fin du roman, c'est que accumuler des connaissances sans s'en servir, sans que ce soit utile, sans but précis, ça sert quelquefois à pas grand chose. Et donc en fait lui il va apprendre, il va évoluer et il va apprendre à faire des recherches, pas forcément dans ce qu'il aime, mais dans ce qu'il a besoin pour servir peut-être les autres. Et du coup là j'ai placé tout ce que j'avais dans ma tête et je vais retrouver donc mes nombreux schémas d'avancée que j'avais tracés, que vous avez peut-être dû voir dans les vidéos précédentes, et je vais voir si c'est en cohérence et s'il manque des choses et comment je pourrais remplir justement avec ce que j'avais déjà projeté d'écrire et surtout sur mes parties 1, partie 2, partie 3, comment les mettre en place. Donc l'arc de Nathan, là on voit que Nathan, même malgré que ce soit que j'ai prévu que ce soit un personnage principal, j'ai pas encore grand chose à mettre sur lui, mais ça va se remplir. Je pense que ça va se remplir au fur et à mesure. Je sais que du coup la secte c'est finalement l'arc le plus important, mais j'ai pas encore clarifié ce qu'il voulait exactement. Je sais comment l'amener dans le roman, mais j'ai pas encore tous les éléments, donc c'est pour ça que cet arc-là il est pas encore assez rempli par rapport à certains arcs, notamment de mes personnages Sora, Mehdi, ainsi que leurs relations. Et du coup, en parallèle, on
on a les adultes en fait qui doivent jouer un rôle important. Donc les adultes, c'est donc on a le père de Sora qui est un gardien. C'est pas l'équivalent de l'armée, c'est pas l'équivalent de la police, mais c'est un corps comme ça qui gère ce même genre de choses sur la cité Cérésia et même toutes les autres cités en fait. Finalement, je vais dire qu'il y a des gardiens un peu sur chacune des cités, au moins les deux principales, donc la cité du partage et Cérésia. Et en fait, au début, pendant qu'il y a le test, en fait, quand tout le monde est sur la cité du partage, il va y avoir un conseil secret et c'est la première fois qu'on va voir en fait ce que font ces adultes finalement, ces adultes importants dans le roman. Ils assurent la sécurité des cités. Et en fait, en parallèle, là, je remets en fait toutes mes idées. Toutes les notes que j'avais, là c'est l'évolution de la relation entre Sora et Mehdi. C'est que en fait oui, à un moment donné, on va s'apercevoir qu'il y en a un qui est amoureux de l'autre et que en fait cette amitié s'est transformée en quelque chose de plus grand. Et ça, bon, je sais pas encore à quel moment le placer, mais c'est ce qui va expliquer un peu les malaises au début du roman. Et ça, je vais le placer à un moment donné, voilà. Et à un moment donné, bien sûr, ils vont devoir se reparler, même s'ils sont en froid. Et ils vont devoir se reparler pour les besoins de l'intrigue, pour les besoins d'arrêter la secte en fait. Grâce à Nathan avec lequel ils échangent chacun de leur côté, ils vont comprendre qu'ils vont devoir échanger eux-mêmes en direct, tous les deux, Sora et Mehdi, pour mettre en commun les informations que Sora, elle, trouve sur le terrain dans la Cité de la Force et que Mehdi, lui, trouve dans les papiers, dans la partie Cité du Partage. Voilà. Et en fait, bien sûr, il va falloir que je trouve des explications qui font que qu'ils se parlent, qu'ils s'écrivent. Je sais pas encore lequel est amoureux de l'autre, mais voilà, il va falloir que je crée des scènes qui vont susciter de l'émotion. Et donc en fait, par exemple, là, j'ai mis une scène où Mehdi va relire en fait toutes les lettres que Sora lui a envoyées et auxquelles il n'a pas répondu. Et en fait, ça, c'est un espèce de conflit pour mon intrigue parce que il va avoir du mal à lui écrire malgré qu'il a besoin de mettre en commun des informations ou qu'il y a des choses importantes parce qu'il n'a pas écrit en fait depuis longtemps et donc il sait pas s'il doit répondre, s'il doit juste faire semblant comme si de rien n'était. Enfin voilà, ça c'est un peu des conflits internes que lui il va avoir dans sa tête. Voilà, donc là j'ai ce deuxième schéma que j'avais fait en direct aussi, je crois, sur une vidéo précédente. Oui, je pense que c'était l'épisode 8. En tout cas, je vais vérifier si tout est cohérent. Tout est cohérent et ça semble bien parce qu'en fait mon arc de Sora au début elle est seule physiquement et même émotionnellement. Mehdi, c'est pareil, et à un moment, ils vont devoir rediscuter, et donc ils ne seront plus dans un premier temps séparés émotionnellement, mentalement, parce qu'ils vont reprendre contact et discuter, et donc ils vont penser les uns aux autres, ils vont savoir qu'ils ont des gens qui comptent pour eux dans d'autres cités, et à un moment donné, à la fin du roman, ils vont être ensemble physiquement. Et pour ça, il va falloir que je l'explique. Soit à la fin de l'année, c'est logique parce que bon, l'année est finie et donc chacun doit retourner à Cérésia, ou alors un peu plus tôt, de manière prématurée, parce qu'il s'est passé des choses qui vont mettre en péril leur emplacement dans chacune de ces cités. Et donc, pour justifier les échanges, pour que Sora ait des choses à dire, elle va devoir remarquer des choses très bizarres qui se passent dans sa cité. Et de même, Mehdi va devoir remarquer des choses bizarres qui se passent en rapport avec la Cité de la Liberté. La Cité de la Liberté, c'est une autre cité. Personne n'est dessus, mais Mehdi va peut-être être dans un espèce d'observatoire des cités, observatoire des relations entre cités, quand il est dans la Cité du Partage. Et en fait, peut-être que la Cité du Partage, alors, elle n'espionne pas la Cité de la Liberté, mais en tout cas, elle la surveille parce qu'elle remarque des comportements plus ou moins différents. Peut-être que les ponts entre la Cité de la Liberté et du Partage sont en train de tomber, et donc il y a une surveillance un peu spéciale de cette cité-là. Mais dans tous les cas, et ça c'est pour le besoin de mon intrigue, parce qu'en fait, il va y avoir un sujet entre la Cité de la Liberté et la Cité de la Force. Les deux vont prépare quelque chose dans l'ombre en fait, et Mehdi va commencer à comprendre ce qui se passe. Et donc la secte en fait, on va assister un peu en second plan. On va voir ce qui se passe sans trop comprendre. Et en fait, ils sont en train de mettre en place et ils veulent créer une guerre entre deux cités. Et en fait, on va, au fur et à mesure du roman, comprendre ce que la secte veut. Au début, on va connaître leur existence, et une fois qu'on connaît leur existence, on va essayer de comprendre ce qu'ils veulent, et après les héros du roman vont essayer d'arrêter les plans de la secte. En parallèle, les adultes sont dans le flou,
sont dans le flou. Dans le début du roman, ils sont juste présents pour décider d'envoyer les jeunes de 16 ans dans une autre cité également. Et ça, c'est ce qui explique que Mehdi n'est pas sur Sérésia ni sur la cité du savoir comme ce qu'il avait prévu de faire dans son plan de dérogation, mais sur la cité du partage. Et ce qui explique que Mehdi est au bon endroit pour avoir les bonnes informations sur la cité de la liberté, qui est une partie dans les futurs conflits qui viennent. Et donc c'est autrement, s'il n'était pas à ce moment-là sur place dans la cité du partage, il ne pourrait pas avoir accès à ces informations. Et donc forcément, j'ai dû trouver une explication pour que les jeunes de 16 ans changent de cité. Et l'explication, c'est que la décision des adultes a été de les mettre une année supplémentaire dans une cité. Voilà, donc les adultes, ils vont plutôt être dans cette première partie du roman dans le constater ce qui se passe et pas trop réagir. Voilà, et à un moment donné, on va apprendre, alors je sais pas encore comment ils vont comprendre, mais à un moment donné, ils vont comprendre qu'il y a une secte et que cette secte existe et que c'est pas juste une peur ou une frayeur qu'ils avaient ou des bruits de couloir ou des rumeurs. Dans la secte existe. Et ensuite, après, ils comprennent qu'elle a un plan qui est en rapport avec la cité de la force, la fameuse cité où Sora se trouve. Et à un moment donné, il va y avoir une mission de sauvetage pour essayer de récupérer les enfants qui sont dans la cité de la force et les extraire en urgence parce que justement ils vont comprendre ce que la cité de la force prépare. Donc à partir de ce moment-là, on va bien sûr devoir mettre plein d'éléments qui vont amener ces adultes-là à comprendre ces événements et à décider d'agir, par exemple notamment avec la mission du sauvetage. Et voilà, du coup, je me suis dit que la cité de la force allait prendre en otage des enfants qui ont 15 ans et qui sont chez elle, mais qui viennent de la cité du voyage. Parce que justement, ce que je disais auparavant, et ce que Mehdi va constater quand il est dans la cité du partage, c'est qu'il y a quelque chose avec la cité de la liberté. En fait, il y a un espèce de conflit entre la cité de la force et la cité de la liberté. On comprend pas encore ce qu'il en est exactement, mais à un moment donné, la cité de la force va kidnapper les enfants de la cité du voyage qui sont chez elle. Et là, ça va alerter en fait les adultes, par exemple de Sérésia, qui vont se dire « Ok, c'est dangereux, on va aller récupérer tous les enfants de Sérésia et des autres cités pour pas qu'ils soient kidnappés également. » Et c'est là que Nathan va intervenir parce qu'en fait, on va découvrir que Nathan va faire partie de cette mission de sauvetage et pas par hasard, pas parce que j'ai décidé, bon, si parce que j'ai décidé que c'est un personnage principal, mais l'explication dans le roman, c'est qu'en fait, Nathan a un pouvoir spécifique et c'est ça qui cache depuis le début. Je sais pas encore exactement quel est ce pouvoir-là, mais ce sera en rapport avec les fonctions de sa cité, la cité Sérésia. Et en fait, ils vont avoir besoin de Nathan dans cette mission de sauvetage. Donc Nathan, à un moment, il aura un rôle très actif dans cette partie-là. On va comprendre qu'il cache des choses, qu'il est un peu mystérieux, et on saura pas pourquoi, mais parce qu'en fait, il développe un pouvoir. Et je pense que tout le monde n'est pas au courant, de ce pouvoir-là sur la cité Sérésia et encore moins dans les autres cités. À un moment, vers la fin, donc du côté des adultes, il va y avoir une grosse remise en question sur l'existence de la secte en fait, et comment se fait-il que malgré leurs organes de sécurité, je sais pas encore à quel point ils sont développés, mais comment se fait-il qu'ils n'aient pas pu savoir que la secte existait avant qu'elle commence à faire des dégâts dans leur monde et à mettre en péril certains des enfants. Et donc la mission globale de la cité du partage qui est de permettre les échanges. Donc voilà, il y a une grosse remise en question à la fin du roman, enfin pas forcément à la fin, mais vers la fin en tout cas, auprès des adultes. Et forcément, donc là, j'ai des rectangles vides en amont de ça parce qu'il va falloir qu'il se passe des choses, qu'ils comprennent des choses, qu'il y ait des discussions pour qu'ils arrivent à ce constat-là. Là, pour l'instant, je sais pas encore comment je vais y arriver, mais en tout cas, c'est une conclusion finale que je veux donner à ces personnages-là. Et ça va faire partie, je pense, de l'acte 3 pour cet arc-là du roman. Et là, en fait, ce que j'arrive à voir, c'est que une fois que je mets toutes mes idées, que je complète, j'arrive à voir où se trouvent les trous, en fait, ce qui me manque dans mes arcs pour faire avancer l'intrigue. Et ça, c'est tout un peu les rectangles. Alors, un rectangle ne veut pas dire forcément un événement ou une scène, hein, et c'est pas parce qu'il y a deux rectangles qu'il y a juste 2-3 éléments, mais c'est juste pour en fait là, ce qui compte, c'est les éléments que j'ai mis les uns en dessous des autres pour savoir à quel moment
vraiment un peu comme dans un Gantt pour savoir ce qui va se passer, ce qui va devoir se passer avant tel élément pour expliquer l'occurrence de cet événement. Voilà. Donc la secte, ce que je sais à un moment, c'est qu'ils vont pousser la Cité de la Force à kidnapper les enfants d'une autre cité, donc là notamment la Cité de la Liberté, pour provoquer quelque chose. Et c'est la secte en fait, c'est pas la Cité de la Force. En fait, c'est le travail de la secte au niveau de la Cité de la Force. C'est pour ça que j'insistais que Sora, qui elle est dans la Cité de la Force, va remarquer des choses très très bizarres sur cette cité, qui sont très différentes de sa cité Ceresia. Au début, elle va mettre ça sur le compte du fait que c'est juste une cité différente de Ceresia, mais à un moment donné, grâce aux nouveaux amis qu'elle va se faire et ses alliés, elle va comprendre qu'en fait non, c'est vraiment qu'il y a un problème avec cette cité, et c'est pas juste parce que c'est une cité différente aux valeurs différentes, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et son amie justement, sa future amie, donc la fille qui est brûlée, en fait, elle va permettre à Sora de justement réfléchir, sortir de sa zone de confort, commencer à questionner plein de choses, se questionner elle-même et questionner plein de choses dans son environnement. Et au début, en fait, elle s'aime pas trop, donc ce sera plutôt de l'inimitié qu'il y aura entre eux. Au début, donc c'est la rencontre, c'est plutôt neutre, et petit à petit, en fait, elles vont pas trop se supporter parce qu'elles sont différentes sur plusieurs points. Et justement, à un moment donné, elles vont devenir amies parce qu'elles vont évoluer au-delà de leurs différences, et leurs différences en fait vont leur permettre à chacune d'entre elles de grandir. Et en fait, ça devient une alliée de Sora, et elle va l'aider dans sa quête et sa recherche d'informations au sujet de la secte et de la Cité de la Force. Et en fait, peut-être que cette fille va faire partie des enfants kidnappés. Oui, parce que cette fille, elle va venir de la Cité du Voyage, justement, qui va expliquer qu'on va comprendre beaucoup de choses entre ce que Mehdi, en fait, va découvrir sur la Cité du Voyage et ce que Sora va découvrir sur la Cité du Voyage à l'aide des discussions qu'elle a de cette fille qui vient de la Cité du Voyage. On va comprendre énormément de choses. Et comme, à un moment donné, elles deviennent amies, ça va rendre encore plus important le fait qu'elles fassent partie des enfants qui se font kidnapper. Voilà, et donc là, en fait, je remplis entre ce qu'il manque entre mes différents événements là que j'ai. Des fois, c'est des scènes, des fois, c'est des événements, mais voilà. Là, je sais que comme il faut que je comble des trous, je sais ce qu'il faut que je rajoute. Ok, bah là, il va falloir que je crée un lien entre les brûlures de P4, ce personnage 4, donc la colocataire de Sora. J'ai pas encore trouvé de prénom. Mais voilà, je l'appelle P4 pour l'instant. Et en fait, c'est elle. Il va y avoir un mystère au sujet de son visage qui est brûlé. On va comprendre d'où ça vient. Le feu, ça rappelle un peu ce qui s'est passé sur Ceresia tout en début du roman. Voilà. À partir de là, on va commencer à creuser sur le feu et on va comprendre à quel point il est en lien avec la secte. Voilà. Ensuite, Sora, elle remarque quand elle arrive quelque chose qui est différent de sa cité, c'est qu'il n'y a pas de pont sur la Cité de la Force. Il n'y a pas de pont, et ça en dit long. Parce que, alors c'est dans la vidéo précédente, je pense que j'explique vraiment l'importance des ponts dans ce monde. Et en fait, la Cité de la Force n'a pas de pont. On ne sait pas si elle en a eu, si les ponts se sont cassés, si elle n'en a jamais amorcé, s'ils sont très très éloignés, c'est pour ça que Sora ne les voit pas, mais en tout cas elle remarque et ça commence à lui faire poser des questions. Et à un moment donné, en fait, donc Sora, elle, qui a été acceptée dans la Cité de la Force, c'est qu'elle est forte. À un moment donné, si elle est sur cette cité, c'est qu'elle est forte. Sauf que au début, on lui fait comprendre qu'elle n'est pas forte en fait et que c'est une erreur. Ça, c'est les jeunes de la Cité de la Force qu'elle va côtoyer, rencontrer, qui vont vraiment lui mettre cette idée-là en tête, volontairement ou involontairement, mais en tout cas, elle va comprendre, elle va croire à ça en fait. Elle va croire à ce sujet-là. Et donc, ça va la pousser dans des comportements un peu qui sont différents de ce qu'elle est elle, mais ce sont des comportements un peu de survie ou d'acceptation qu'elle va entreprendre. Et en fait, elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Et à un moment donné, cette dérive va pousser un des enfants à mourir parce qu'en fait, ils sont un peu pas manipulés, mais ils rentrent un peu dans ce mensonge auquel tout le monde croit sur la Cité de la Force, que la force est physique. Et donc, on les pousse à faire des choses très très au-delà de leurs capacités et qui sont parfois très dangereuses. Et à un moment donné, ça va être
électrochoc pour Sora, c'est que un enfant qui fait pareil qu'elle en fait va mourir. Et là elle comprend que ça allait très très loin et elle va comprendre en fait que la force, c'est pas la force physique, c'est la force de dire non des fois quand on sent que ça ne va pas, ou un peu quelque chose dans le genre. Mais voilà ce qu'elle va comprendre elle à un moment donné. Du coup, là je vérifie si ce que j'avais mis donc dans mon schéma initial, partie 1, partie 2, partie 3, si j'ai tout repris, tout remis. Là l'idée c'est que en fait je me réfère maintenant qu'à ce tableau-là que j'ai fait sur Miro pour avoir tous les éléments et ne plus être éparpillée avec mes différents schémas pour que ce soit plus clair et pour que je ne me perde plus et que j'ai vraiment une avancée claire et que je sache vraiment, ok, sur cet arc-là, j'ai déjà beaucoup d'éléments. Là, il est temps que je réfléchisse sur cet autre arc, par exemple, notamment l'arc de Nathan, où il y a plein de rectangles vides. Voilà, mais donc là, on voit bien que j'ai plein d'idées pour cet arc-là, pour l'arc de Sora, parce qu'en fait, c'est à travers, c'est une grosse partie du roman, en fait. Ce qui se passe avec Sora, ce qu'elle découvre sur la cité, sa relation avec les autres personnages. En fait, je dis que j'ai 3 personnages principaux, mais en réalité, Sora, je pense que c'est la plus importante de tout le roman finalement. Donc c'est pour ça, c'est pas étonnant que je passe énormément de temps sur son arc à elle, et c'est un peu, en fait, elle est reliée à l'aventure, hein. Son évolution à elle permet l'évolution de l'aventure et de l'intrigue entière du roman. Et ce que je précise là, c'est qu'en fait, Sora, comme je vais lui donner un arc de transformation, il faut au début que je lui crée un espèce de mensonge, une fausse croyance qu'elle a au début, qui va faire en sorte que elle rencontre plein de difficultés et à un moment donné, elle va se rendre compte de la vérité. Et en fait, son amie, là, sa voisine, enfin sa colocatrice, et l'adulte allié qu'elle rencontre, en fait, elle va avoir beaucoup de discussions avec eux et c'est à travers ces discussions qu'elle va commencer à changer d'avis sur ce qu'elle croyait profondément. Et notamment quand l'enfant meurt dans la cité, en adoptant le même comportement elle se dit qu'elle aurait pu être à sa place. Là, elle a un vrai électrochoc et là, c'est bon, elle réalise que la vérité, en fait, c'est pas ce qu'elle croyait et à un moment donné, parce qu'en fait, dans l'arc de Sora, il y a 2-3 arcs en parallèle, mais je vais pas les détailler. C'est la relation qu'elle a avec cet adulte. Et en fait, elle comprend qu'en fait, il n'est pas ce qu'il prétendait être et qu'en fait, c'est parce qu'elle était faible et isolée qu'elle s'est voilée la face sur ses attitudes et sur des choses qu'elle avait observé sur lui et elle décide d'aller le confronter. Ça, c'est ce qui se passe vraiment tout à la fin dans l'arc. Et en fait, elle le surprend en train de faire quelque chose de grave. Elle le surprend en train de discuter du plan final avec un autre membre de la secte. Et là, elle comprend que ce personnage-là, en fait, c'est pas du tout celui qu'elle pensait, alors qu'elle pensait que c'était son allié. Elle comprend sa vraie nature et elle comprend aussi en parallèle qu'elle est en très grand danger. C'était pas juste une trahison, mais elle est vraiment en danger physique. Et donc voilà, c'est ce qui va se passer à la fin de l'acte 3. Bien sûr, c'est au niveau du climax, en fait, qu'on va avoir tous ces éléments qui vont s'enchaîner. Et c'est comme ça que le roman va finir. Bien sûr, il y aura encore plus de choses à ajouter, mais globalement maintenant, j'ai fait ma mission là pour cette vidéo. Et ce que j'ai fait, c'était de trier tous ces éléments-là pour avoir l'esprit clair et surtout tout rassembler au même endroit. Donc maintenant, mon document de référence, ça va plus être mes schémas. Mes schémas ont contribué à la création de ce gros visuel sur Miro. Et là, je vais à partir de maintenant travailler uniquement à partir de cette base Miro. Cette base-là pour avoir tous les éléments pour mon intrigue et pour l'écriture. Donc j'ai bien sûr cette base-là, plus le document que j'ai appelé le laboratoire, hein, où je décris mes scènes avant de les écrire. Voilà, c'est les seuls éléments que je vais avoir. Je vais arrêter tous les autres schémas visuels à la main pour le moment, hein, et je vais me consacrer à mettre toutes mes informations et à remplir mon Miro. Donc voilà. Bon, cette vidéo était assez longue, mais je tenais à vous montrer vraiment comment faire pour se débloquer quand on a plein d'informations dans la tête, que tout est un peu éparpillé. Comment faire pour se structurer et amener de la structure à tout ce qu'on a dans notre tête, en fait. Et là, maintenant, moi, j'ai tous ces éléments-là. Bien sûr, je pourrais en mettre encore plus, mais je me suis contentée vraiment des arcs principaux, de ce qui revenait souvent en tête. Et maintenant, je les ai classés. Et j'ai vraiment, moi, je suis très visuelle, donc là, j'ai vraiment
vraiment enfin un support visuel où j'ai toutes mes informations qui sont centralisées. Et surtout, elles sont classées les unes par rapport aux autres en fonction du moment où elles arrivent dans le récit. Et grâce à ça, j'ai des informations très importantes. Donc, les éléments qui me manquent, notamment l'arc de Nathan qui n'est pas du tout complet et sur lequel je vais devoir travailler. Pareil, l'arc de Mehdi, il est très très faible par rapport à celui de Sora, alors que c'est censé être les deux plus gros personnages. L'arc de Sora, il est très très riche, mais ça c'est normal parce que un des principaux points de vue que j'adopte, c'est celui de Sora. Ça m'étonne pas. Et là, il va falloir que l'arc, de la secte, je le travaille encore plus parce que c'est quand même eux et avec toutes les actions qu'ils font, qu'on a une histoire à raconter. Donc c'est à partir de là que je vais devoir amener encore plus d'éléments du conflit et relier donc ce qui arrive à Sora, ce que Mehdi remarque et ce que Nathan remarque aussi sur sa cité. Tout ça, c'est des résultats des actions de la secte. Donc en fait, avant que eux puissent remarquer des choses et les confronter avec les informations de Sora, il va falloir que la secte agisse. Et donc là, je vais passer du temps à réfléchir à ce que la secte va pouvoir faire et à continuer de compléter tout ça. Là, j'ai vraiment de quoi écrire beaucoup de scènes et de pages, mais il y a encore beaucoup d'idées à trouver, plein d'éléments manquants, mais justement en écrivant, c'est là que je vais vraiment me plonger dans les scènes, dans les éléments, dans les lieux dans lesquels chacun de ces personnages sont, et c'est là qu'en fait ça va se remplir dans ma tête et je viendrai le mettre justement dans le Miro, dans les rectangles, et vous verrez à la fin dans plusieurs épisodes l'évolution de ce tableau là. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pendant cet épisode. J'espère que ça vous a aidé. J'espère surtout que ça peut aider ceux qui justement sont coincés parce qu'ils ont trop d'idées dans la tête et ça commence à les bloquer dans l'écriture parce qu'en fait ils savent même plus par où tenir le bout de leur histoire. Donc n'hésitez pas à tester ça. En plus Miro c'est un logiciel gratuit. Essayez de faire ce que j'ai fait. Vous allez voir, ça aide surtout pour les personnes qui sont très visuelles et qui ont besoin vraiment d'avoir toutes leurs informations au même endroit. Donc voilà. Et je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et me dire ce que vous avez pensé sur l'histoire et justement sur ce mode d'organisation que moi j'utilise. À bientôt!